Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de l'actualité. Des élections avant le mois d'août au Zimbabwe, dont le très attendu scrutin présidentiel. Le président sortant Emmerson Mnangagwa, candidat à sa propre succession, promet une présidentielle libre et juste. Des déclarations loin de rassurer ses adversaires dans un contexte marqué par une accentuation de la répression gouvernementale contre l'opposition. Cette disposition pourrait changer le visage de la politique sud-africaine. Le chef de l'État entérine le très controversé projet de loi d'amendement électoral qui va permettre aux candidats indépendants de se présenter aux élections. Un forum économique à Paris, organisé par le gouvernement camerounais, un événement destiné à mobiliser la diaspora et les investisseurs. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Achille Basilekine, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. On ouvre ce journal par la situation au Soudan où les explosions et les tirs ont continué ce jeudi dans la capitale Khartoum au 6e jour des combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires menés par deux généraux rivaux, le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Daglo. Ce dernier est à la tête des forces de soutien rapide qui contrôlent une grande partie du centre de la ville. Le climat d'insécurité est tel que les civils tentent de fuir l'enfer des combats alors que tous les cessez-le-feu annoncés ont été violés par les forces en présence. Les deux camps procèdent à des tirs d'artillerie au milieu des habitations. Près de 300 personnes ont été tuées dans les affrontements et plus de 3000 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur place, des travailleurs humanitaires ont été attaqués et des cas d'agression sexuelle ont également été recensés. La communauté internationale multiplie les appels au calme. 2023, une année électorale au Zimbabwe où des élections générales devraient se tenir avant le mois d'août. La date officielle n'a pas encore été annoncée, mais d'ores et déjà on sait en ce qui concerne l'élection présidentielle que le président sortant Emmerson Mnangagwa, 80 ans, est candidat à sa réélection. Emmerson Mnangagwa, accusé par ses adversaires d'intensifier la répression des voix dissidentes à l'approche de la présidentielle, promet, lui, une élection libre et juste. Séverin Douqueux. Le président de la République du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, veut des élections libres, justes et transparentes pour le scrutin qui devrait se tenir cette année. C'est ce qu'on peut retenir du discours de circonstance qu'il a prononcé le 18 avril 2023 en marge de la célébration du 43e anniversaire de l'accession à l'indépendance de son pays. Le pays d'Afrique australe doit organiser les élections couplées, présidentielles et législatives. Mon gouvernement a mis en place des mesures pour assurer des élections libres et crédibles. Une annonce qui ne rassure pas au sein de l'opposition et de la jeunesse, la plus grande frange de la population zimbabwéenne, avec environ 67,7% de la démographie. Le chef d'État de 80 ans, candidat à sa propre succession, est pointé du doigt pour des pratiques de répression et d'embastillement de l'opposition. Le 14 janvier 2023, le député Costa Machingota et 24 autres personnes, membres de la coalition citoyenne pour le changement, CCC, principal parti d'opposition, s'était fait arrêter alors qu'il tenait une réunion du parti. Les jeunes du Zimbabwe représentent environ 67,7% de la population, ce qui démontre que nous avons un pouvoir démographique. Nous savons que nous n'aurons pas d'élections libres et équitables, mais pour contrer toutes les manœuvres théâtrales et les personnes employées à manipuler les résultats des élections, nous devons nous lever en nombre pour aller défendre notre nation par les urnes. Car il n'y a rien qu'ils puissent faire si nous votons en nombre. C'est ce que je crois fermement. L'actuel chef de l'État du Zimbabwe est arrivé au pouvoir en 2017 à la faveur d'un coup d'État contre l'homme fort du pays, Robert Mugabe. En 2018, il remporte de justesse la présidentielle avec 50,8% des voix. Le décret de la mobilisation générale et de mise en garde est signé au Burkina Faso par le président de la transition Ibrahim Traoré. Signature ce 19 avril 2023 de ce dispositif annoncé
il y a une dizaine de jours, offrant un cadre juridique. Il est destiné à améliorer la stratégie en matière de lutte contre le terrorisme. Le décret portant mobilisation générale et de mise en garde sera en vigueur sur une période d'1 an. Le texte prévoit notamment, je cite, un droit à l'appel à la défense. Et dans les faits, les jeunes à partir de 18 ans physiquement aptes peuvent être appelés à s'enrôler. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa approuve le projet de loi controversé d'amendement électoral, une nouvelle législation qui prévoit la modification de la loi électorale pour permettre aux candidats indépendants de se présenter aux élections provinciales et nationales. Jusqu'à présent, seuls les membres des partis politiques étaient autorisés à se présenter à ces scrutins. Mildred Diamou. C'est un pas significatif vers le renforcement de la démocratie. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud, des personnes qui ne sont pas associées à des partis politiques pourront se présenter comme candidats aux élections nationales. Adoptée par le Parlement le 23 février 2023, la loi permettant désormais aux candidats indépendants de se présenter aux élections nationales et provinciales a été promulguée par le président Cyril Ramaphosa le 17 avril 2023. Le projet de loi d'amendement électoral marque une étape importante dans l'évolution de notre démocratie en élargissant la participation électorale et en élargissant le bassin de choix de leadership pour l'Assemblée nationale et les législatures provinciales. Le projet de loi présente un développement qui ne peut qu'enrichir et soutenir la démocratie constitutionnelle croissante du pays. Le ministre de l'Intérieur est désormais tenu de créer le comité de consultation sur la réforme électorale dans les 4 mois suivant la publication des nouveaux amendements. L'amendement a été rendu nécessaire par une ordonnance de la Cour constitutionnelle qui a jugé en juin 2020 illégal d'empêcher les candidats indépendants de se présenter aux élections sans être membre d'un parti. Avec cette loi, un candidat indépendant peut être désigné pour concourir dans une ou plusieurs régions, mais ne peut être élu qu'à un seul siège à l'Assemblée nationale. De plus, les cautions versées par les candidats indépendants peuvent être différentes de celles versées par les partis politiques. Pour la commission électorale, la nouvelle loi apporte la sécurité juridique nécessaire à la préparation des élections nationales et provinciales qui se tiendront en 2024 dans le pays. Nous saluons l'assentiment du Congrès national africain. Nous pensons que cela crée une certitude dans le cadre de planification et nous sommes très heureux car nous allons pouvoir au moins planifier sur la base d'un cadre législatif solide. Nous espérons que le système de nomination des candidats et le système des résultats seront prêts à temps d'ici la fin de cette année pour les élections de l'année prochaine. Pendant des décennies, l'Afrique du Sud a souscrit à un système électoral basé sur la représentation proportionnelle au scrutin de liste, ce qui signifie que les partis sont représentés proportionnellement à leur soutien électoral. Depuis son adoption, la loi permettant aux candidats indépendants de se présenter aux élections suscite une vive polémique. Certains mouvements la qualifient d'inconstitutionnelle. Rappelons que pour les élections générales sud-africaines de 2024, le fils de l'ancien président Jacob Zuma, Duduzane Zuma, est le premier membre de l'ANC, parti au pouvoir, a annoncé qu'il se présentera à l'élection présidentielle en tant que candidat indépendant. Des élections qui mobilisent déjà la classe politique ivoirienne. Il s'agit des élections municipales, régionales et sénatoriales. Une date est désormais fixée, le 2 septembre 2023. La date aurait été décidée sur proposition de la commission électorale indépendante. L'annonce a été faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly. Ces élections vont se tenir dans 31 régions et 200 communes à travers tout le territoire. 11 membres du gouvernement sont candidats au régional. Le Premier ministre Patrick Hachi sera candidat à sa propre succession à la présidence du Conseil régional de Lamé, situé au sud-est du pays. Un forum économique s'est tenu ce mercredi 19 avril à l'ambassade du Cameroun à Paris. Représentants du gouvernement camerounais, opérateurs économiques, entrepreneurs de la diaspora étaient présents à cet événement axé sur la promotion des opportunités d'affaires sur le sol camerounais. Objectif, séduire la diaspora qui demeure l'un des piliers de l'économie camerounaise. Une économie qui cherche à redynamiser ses petites et moyennes entreprises et les investissements. C'est un reportage de la rédaction avec les images de Moustapha Conté. Un forum pour redynamiser l'investissement organisé par le gouvernement à l'heure où les entrées des investissements directs aux étrangers sont faibles au Cameroun.
par rapport au potentiel de son économie. L'événement s'adresse aux Camerounais de France. Ici, à l'ambassade du Cameroun à Paris, ces entrepreneurs de la diaspora ont fait le déplacement ce mercredi matin. Ils sont en quête d'informations sur les dispositifs réglementaires et sur les différentes opportunités qu'offre actuellement le Cameroun. Nous avons pensé judicieux qu'il fallait mettre une emphase parmi les 9 secteurs prioritaires identifiés par la SND sur le tout premier, qui est le secteur de l'agro-industrie. Favoriser les investissements. Un défi qui passe notamment par la mise en place d'un dispositif d'accompagnement présenté par les autorités camerounaises comme étant adapté depuis la France. Un bureau, spécialement un guichet unique, spécialement dédié à l'accompagnement de la diaspora désireuse d'aller investir au Cameroun. Et ce bureau existe depuis le 9 août 2020 et nous avons reçu, comme je l'ai dit lors de mon exposé, une centaine de Camerounais. Mais qu'en pensent ces entrepreneurs qui ont assisté au forum? Nous leur avons posé la question. Les allégements, notamment au niveau fiscal ou bien des avantages qu'on peut avoir, sont quelque chose aussi de très bénéfique. Au sens que tout de même, quand on va au Cameroun, on vient aussi avec un certain danger, au sens qu'on investir, c'est prendre des risques. Peut-être mieux protéger peut-être son écosystème entrepreneurial. Parce qu'effectivement, on est face à des entrepreneurs ou des grandes multinationales qui sont beaucoup plus agressives et qui sont, elles, soutenues par leurs États. On entend des nouveaux dispositifs parce que je pense que tout le monde se rend compte que c'est juste pour le bien économique du pays. Les membres de la diaspora pensaient qu'il devait y avoir des guichets uniques, une rapidité de création d'entreprises, notamment grâce aux guichets uniques. Et c'était cette difficulté que l'État semble avoir un peu répondu. L'administration est encore un peu lente, mais je pense qu'il contribue déjà un peu à accélérer. C'est déjà une très bonne chose qu'il faut souligner. Relancer les investissements à travers le développement des petites et moyennes entreprises. Un enjeu crucial pour l'économie camerounaise, qui ces dernières années est confrontée à une baisse des investissements directs aux étrangers, qui ont atteint 488 millions de dollars en 2020, soit près de la moitié des investissements perçus une année auparavant. Pour discuter des enjeux de ce forum qui s'est tenu ce 19 avril à Paris, mais aussi des défis qui entourent les PME camerounaises, nous recevons dans ce journal M. Achille Bassilekine, ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, le forum économique s'est donc tenu ce mercredi ici à Paris, à l'ambassade du Cameroun. Les cibles de cet événement, bien sûr, c'est la diaspora camerounaise, mais aussi les investisseurs français et européens plus généralement. Quel est le constat? Quelles sont les observations qui vous ont finalement conduit, vous et le gouvernement camerounais, à lancer ce type d'initiative? Alors, il faut dire que c'est une initiative qui procède de ce que finalement nous avons, le Cameroun, une terre d'attractivité pour les investisseurs. Le Cameroun, en quelques mots, c'est aujourd'hui non seulement une croissance stable de 4% au moins sur les 20 dernières années. Le Cameroun également, c'est un vivier d'entrepreneurs assez dynamique. Et le Cameroun aussi, c'est un vaste chantier dans lequel de nombreux entrepreneurs peuvent trouver leur place. Et dans ce contexte, nous avons été invités à communiquer au CIAN, le Conseil des investisseurs de l'Afrique. C'était exactement le 18. Nous avons pu faire passer le message de tous les indicateurs qui sont au vert sur le plan économique. On a une inflation qui est maîtrisée, on a un déficit budgétaire qui est en réduction, on a un budget qui a connu une expansion d'1,5 milliard d'euros en équivalent. Pour vous dire, nous culminons aujourd'hui autour de 6 000 milliards, le budget pour l'année 2023. Et de nombreux secteurs également sont des secteurs de concentration en termes d'intérêt, pour justement donner du contenu à la stratégie nationale de développement, qui est le dernier maillon
permettant justement de faire du Cameroun une économie émergente entre 2020 et 2030, et donc à l'horizon 2035, on va certainement y parvenir. L'intérêt donc de notre participation, c'était d'abord de pouvoir indiquer quels sont les secteurs prioritaires. Au-delà de tous les investisseurs que nous avons rencontrés dans le cadre du CIAN, le forum économique, c'était également de porter en fait ces messages à notre diaspora et à ceux que nous avons rencontrés justement lors du CIAN pour venir le lendemain à ce forum économique du Cameroun pour leur présenter justement toutes ces opportunités en termes d'investissement et de ce que nous avons, le gouvernement, mis en place sous le leadership du Premier ministre chef du gouvernement, en application de la vision du chef de l'État, ces pistes utiles aujourd'hui pour accélérer la croissance économique de notre pays. Alors, plusieurs mesures ont été initiées pour tenter de faire venir les investisseurs, attirer également la diaspora camerounaise, mais quelles autres mesures vous envisagez afin de lever les obstacles qui subsistent encore, par exemple en ce qui concerne l'obtention des financements? Alors pour ce qui est de l'obtention des financements, il faut dire que il y a quelques jours encore, c'était le 23 mars dernier, le ministre des Finances a effectivement mis sur pied un fonds de garantie pour le financement des chaînes de valeur en matière agricole, piscicole et d'élevage. C'est 200 milliards de francs CFA, pour vous dire, qui justement en termes de garantie, c'est un fonds de garantie qui permet justement aux petits exploitants, aux promoteurs de PME dans ces secteurs, de pouvoir se retourner nantis de cette garantie auprès d'un certain nombre d'établissements bancaires, justement pour financer leurs projets. Donc là, par exemple, c'est des ressources fraîches qui existent. Et en marge de cela, ce que je peux vous dire également, c'est que nous avons mis sur pied, pour ce qui est de la loi des finances 2023, des dispositifs incitatifs avec une série d'exonérations pour les primo-investisseurs, pour ceux-là qui en fait sont déjà en activité mais qui veulent changer d'échelle, qui veulent passer par exemple de la de la TPE à la PME. C'est 160 milliards de francs en termes de facilitation qui sont offertes. Donc c'est vous dire combien aujourd'hui nous sommes portés à accompagner et à réaliser effectivement tous ces projets. Alors, mais quand on sait que plusieurs PME, petites et moyennes entreprises du Cameroun disparaissent chaque année, faute de moyens, faute de financement, parce qu'il y a ce problème de pouvoir accéder au crédit. Est-ce que ce fonds de garantie va permettre de couvrir la demande qui est extrêmement forte? Alors, il faut dire que non seulement aujourd'hui, c'était le chaînon manquant. Ce qu'il convient de dire, c'est que nous avons en fait un phénomène de surliquidité dans les banques. Les ressources existent, mais ce qui parfois peut faire défaut, c'est soit des projets qui ne sont pas suffisamment maturés de la part de ceux-là qui en fait viennent trouver en fait des financiers, mais aussi parfois c'est l'absence de mécanismes de garantie. Donc justement, ces dispositifs de garantie qui sont en train de se mettre en place viennent justement couvrir le risque, mutualiser le risque pour que finalement les besoins de financement des porteurs de projets soient satisfaits. Alors à qui s'adresse plus spécifiquement ce fonds de garantie? Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde ou bien une partie des PME? Il s'adresse à des porteurs de projets, comme je l'ai dit, dans des secteurs qui ont un effet en fait de levier, un effet catalytique pour accélérer la croissance, aussi bien dans le secteur agricole que dans le secteur en fait de la production agroalimentaire, que dans le secteur de la transformation du bois, dans le secteur du numérique. Il y a tout un ensemble de secteurs aujourd'hui qui, indépendamment, mais ce qui doit être important, c'est la qualité du projet qui est présenté. Et donc, lui, il fait l'objet d'une évaluation dans le cadre justement des mécanismes habituels. Mais je vous dis, le chaînon manquant, c'était justement ces dispositifs de garantie et qui, désormais, sont en train de se mettre en place. Alors, Monsieur le ministre, certains dénoncent encore un cadre macroéconomique qui n'est pas complètement favorable. Que répondez-vous aux Camerounais qui attendent encore que le gouvernement aille encore beaucoup plus loin dans ces mesures, au-delà du fonds de garantie? Comment envisagez-vous de renforcer le dispositif visant à créer un environnement plus propice aux affaires? Alors il faut dire que
le chantier de l'amélioration du climat des affaires est un chantier permanent. C'est une course, en fait, que le gouvernement mène avec non seulement le concours du secteur privé, mais également dans le cadre de ce dialogue avec le secteur privé. Et chaque fois que nous estimons qu'il y a peut-être des contraintes qui méritent d'être surmontées, c'est dans le cadre justement de ce partenariat public, en fait, de ces dialogues entre le secteur public et le secteur privé que nous apportons des éléments de réponse. Donc aujourd'hui, je peux dire sur le plan institutionnel, par exemple, nous avons réussi à mettre sur pied un dispositif en matière justement de partenariat public-privé qui a permis de lever des fonds pour réaliser certains projets d'envergure. Si vous prenez le cas, par exemple, du barrage de Nachtigal, c'est une initiative assez importante. C'est 1200 millions d'euros qui ont été mobilisés dans le cadre de ces partenariats PPP. Et si le climat des affaires n'était pas favorable, vous n'imaginez pas, en fait, les investisseurs risquaient jusqu'à 1200 millions d'euros. Donc, c'est vous dire combien est-ce qu'aujourd'hui, justement, on a un cadre institutionnel, un cadre du dialogue public-privé qui s'adapte aux évolutions, en fait, de notre temps et pour lesquelles nous sommes conscients de l'urgence qu'il y a à apporter des solutions. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce soir. Monsieur Achille Basilekine, ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.